Bienvenue dans Entre Athlètes, le podcast qui reçoit les acteurs du sport en France. Aujourd'hui, on est avec Corentin Pic, préparateur de l'US Ivry Handball. Avant que l'épisode ne commence, j'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. What's up les boys, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est avec Corentin Pic, comme j'ai dit, préparateur physique de l'US Ivry Handball. Comment tu vas poulet? Eh ben ça va bien et toi? La forme? T'es poulet parce que tu viens du sud donc... Bien sûr, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'accent mais... Et ce qui est fou c'est... Et tu sais que ce qui est fou c'est... Moi j'ai de la famille qui vient du sud de la France. Et dès que justement il y a quelqu'un qui a un accent, mais je commence à parler un peu comme ça, tu vois. Ah c'est atypique, c'est entraînant genre, t'as envie d'y aller. On va faire un Moi podcast. c'est pareil, à Paris je l'ai pas trop mais je descends dans le sud, tu le retrouves. Ah, tu le retrouves direct. Ah, oui. Non mais écoute, en tout cas je suis content de t'avoir dans le podcast. Parce que les gens le savent pas forcément, mais nous ça fait quelques temps voilà, qu'on échange via le travail que je faisais avant, etc. chez Nutrimuscle, ça ils le savent. Et bah du coup, bah voilà, de l'US Ivry Handball, on commande des produits chez Nutrimuscle. Et ça fait un an du coup que nous on s'appelle au téléphone sans vraiment se voir. La dernière fois on s'est fait un podcast en visio. Et là je te dis non, pas possible. Là maintenant dans un studio, faut que tu viennes. Faut qu'on se voit en vrai quoi, tu vois. Ben, là on est très bien. Donc là t'es bien installé tranquillement. Exactement. Mais écoute, pour ceux voilà, qui nous écoutent et qui te découvrent aussi peut-être, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Si je te demande aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui est Corentin Pic? Qu'est-ce que tu répondras à cette question? Eh ben, Corentin Pic c'est un préparateur physique dans le handball. Donc je suis à l'US Ivry depuis maintenant 2 ans, en charge de la prépa physique de l'équipe professionnelle, du centre de formation et globalement de la mise en place de la préparation physique sur toute la catégorie jeune. Mais avant, passage par Montpellier, donc Montpellier Handball sur quelques années, une licence en STAPS et un master en STAPS, en évaluation et optimisation des performances sportives. Globalement, passionné de sport. Il faut l'être. C'est mon métier. Et donc, ça c'est Corentin. Et justement, pour ceux, parce que préparateur physique, tu vois, on voit ça un peu partout, mais je pense que ça doit rester flou quand même pour les gens qui nous écoutent. Si on doit rapidement parler un petit peu de ton métier, en quoi ça consiste concrètement, tu vois, dans ton cas en tout cas, le métier de préparateur physique? De base, on va dire, c'est accompagner les joueurs vers une performance, vers mieux jouer, se développer, devenir une meilleure version de soi-même, version sportive. Ça passe par pas mal de travail en salle de musculation, développement musculaire, tout le travail de prophylaxie, donc de prévention des blessures, tout le travail après de réathlétisation, si jamais on n'a pas fait le taf, mais qui a une blessure, mais dans tous les cas, elle peut arriver. Tout un travail un peu de data, je dirais, aujourd'hui dans un sport comme le handball où on est un peu amené à toucher à tout. Tout le travail autour de la vitesse, autour du développement cardiovasculaire. En fait, c'est se dire, j'ai une épreuve à réaliser. C'est un match de handball. Comment je rends tous mes sportifs prêts pour le match. Qui joue pas, quoi. Enfin, faut que... Après, c'est le coach qui décide. Exactement. En tout cas, toi, c'est combien de joueurs dans une équipe de handball? On va dire sur une feuille de match, on est 16. Dans une équipe, ça peut monter en début de prépa à 20, je dirais. Donc c'est 20 athlètes concernés. Il peut y en avoir plus au fur et à mesure de la saison avec le jeu des blessures, pas de blessures, des transferts, etc. Mais je dirais entre 16 pros et ça peut monter jusqu'à 20, un groupe élargi. En gros, toi, ton but, c'est... T'as 20 joueurs, grosso modo. Faut que les 20 soient prêts à jouer. Et après, c'est le coach qui décide. C'est un peu ça, quoi. Ça, c'est... Le coach, il est content quand il a 20 joueurs à disposition, que lui, il fait les choix par rapport à son schéma de jeu, par rapport à ce qu'il a envie de mettre en place sur le match. Donc on essaye d'y répondre le plus possible et que tous mes joueurs soient disponibles. Et en capacité de performer. Bien sûr. Et comment tu deviens un préparateur physique? Tu parles de STAPS. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une voie, on va dire, royale pour y accéder? Ou est-ce que tu peux y accéder via différentes branches? Aujourd'hui, il y a plein de branches qui sont possibles. Des BP, des DU. Il y a vraiment plein de formations qui amènent. Maintenant, je pense que pour aller vers le haut niveau, ce qui est conseillé, c'est quand même une licence master. Je pense que ce qu'on peut emmagasiner en 5 ans, c'est quand même différent d'autres formations. Encore une fois, j'ai pas fait les autres formations, donc je ne sais pas réellement. Mais pour moi, je pense que 5 ans d'études, avoir cet esprit critique, scientifique, où le sport tend vers ça, la performance, le haut niveau, il y a de plus en plus de recherche, ça évolue tous les jours. Et on apprend cette démarche justement d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, j'ai pas toutes les solutions, on les a pas. Comment on va chercher, être à jour de la littérature pour
accompagner au mieux nos sportifs tous les jours. Et justement, en préparateur physique, toi, après on en parlera après dans le gros sujet, mais à quelle fréquence justement toi tu continues de te former pour tout le temps rester au courant des choses? Parce qu'on sait que c'est un peu le fléau actuel, tu vois, t'as fait ton école, moi j'ai fait une école de commerce, et tu vois après qu'il y en a beaucoup en fait qui arrêtent d'apprendre des choses. Euh, Toi, on voit que c'est super important parce qu'en plus, toi en termes de récupération, on va dire si t'as l'étude, tu vois, qui peut te faire progresser et en même temps, bah, du coup, faire progresser tes joueurs, ça peut être game changer. Toi, à combien de temps tu passes par jour ou par semaine dessus? Ou par mois, je sais pas si tu peux le quantifier, tu vois. À quantifier, j'en ai aucune idée. Ça va être fluctuant en fonction des périodes du travail et tout. Mais globalement, c'est une formation par an minimum. C'est aller au séminaire, qu'il soit handball ou plus large. Là, j'ai la chance d'être à côté de l'INSEP, donc aller en faire à l'INSEP. C'est des lectures livres, des lectures d'articles, de newsletters, des écoutes de podcasts. Le quantifier, j'en aurais aucune idée. Et tu prends un peu tout, pas forcément, en plus, ce qui est intéressant, c'est pas forcément que lié au handball, quoi. Ah oui, non. Moi, vraiment la performance à l'état pur m'intéresse. C'est-à-dire que je peux écouter des podcasts sur même d'un entrepreneur, comment il performe, enfin, quelle est sa vision d'un développement, sur des interviews de sportifs, sur des chercheurs qui font des podcasts, des vidéos. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à une source d'information qui est infinie. Ah, tu m'étonnes, c'est clair. Donc il y a un sujet que j'ai envie de décortiquer en ce moment. Et ben, vas-y, feu. Je cherche qu'est-ce qu'il y a sur Internet et Et c'est je parti, trouve quoi. différentes sources. Et le but, c'est qu'à la fin, je me l'approprie et je l'utilise dans mon quotidien, quoi. Et là, on te voit, t'es comme moi, on est jeune, tu vois. Donc quand on est jeune, faut faire sa place dans ce monde. Toi, comment t'arrives, voilà, Corentin Pic, j'arrive dans une équipe pro d'handball alors que j'ai à peine fini mes études, même si on est d'accord que l'âge, ça veut plus ou moins rien dire. Voilà, comment toi, t'as réussi justement à forcer le respect des joueurs, si je dis ça comme ça. Pas forcer le respect, mais Forcé, je sais pas, mais... mais tu vois ce que je veux Non, dire. moi, l'idée, j'arrive à Ivry, donc dans une équipe professionnelle à 23 ans. Et moi, je pars du principe que l'âge, il n'a pas d'importance, que ce soit pour un joueur, que ce soit pour un entraîneur, un préparateur physique, ou même dans la vie de tous les jours. Si tu as des connaissances, des compétences, que tu veux représenter la personne que tu es, et que tu assumes que tu as un peu confiance en toi, ça va passer. La seule chose, c'est, moi, c'était prouve ta valeur. Et pour moi, la première image, elle est archi importante. C'est-à-dire que c'est dès le premier jour, le premier mot que tu vas dire, la première phrase, la première séance, tout ça, j'y accorde une importance énorme parce que je me dis, c'est la première image qui va être dans leur tête. Derrière, comme tu dis, ils vont aller dans le vestiaire, ils vont discuter entre eux, et c'est parti. Et moi, je sais que on arrive à Ivry, donc j'ai eu cette première séance, cette première prise de parole, et j'ai aussi eu une première réathlétisation. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un joueur important qui était blessé à ce moment-là, quand j'arrive. Euh, et je me dis, on sait comment marche un vestiaire. Si avec lui ça se passe bien, qu'il atteint ses objectifs, qu'il se sent bien quand il revient, ça va se diffuser et tu crées du respect. En tout cas, tu crées de l'intérêt de la part des joueurs. Ils vont comprendre que tu es là pour eux, que tu es à leur service et que tu es là pour qu'ils se sentent bien, qu'ils performent. Et à partir de là, ils voient de l'intérêt en ta personne, en ton travail, et je pense que tu es intégré. Après, c'est le jeu des personnalités. Dans le sport de haut niveau, tout le monde est un peu extraverti, c'est socialement ouvert. Donc on va dire qu'après, c'est être soi-même et pas chercher à être quelqu'un d'autre. Sinon, je pense que là, tu peux te perdre. Ouais, c'est clair. Non, c'est des bons conseils. Sinon, c'était pour situer aussi un petit peu qui tu es. Et écoute, je te propose qu'on avance directement dans le gros sujet que moi je t'avais parlé un petit peu. Euh, on voit que toi, tu as investi pas mal justement chez la préparation physique des jeunes. Déjà, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Parce qu'on en parle un petit peu en off, mais tu as beaucoup de pays où on sait que voilà, c'est mis en avant, tu vois, etc. Je pense notamment aux États-Unis, il y en a plein. En France, ça se met de plus en plus. Mais justement, toi, dans un secteur qui commence un petit peu à émerger, qu'est-ce qui justement t'a intéressé toi là-dedans? Déjà, c'était le poste que j'occupais. Parce que de base, donc, ça me vient quand je suis à Montpellier. On en parlait un petit peu à l'université, puis je fais une conférence là-dessus. Je lis assez rapidement un livre donc de Sébastien Rattel, qui pour moi était un peu ce qui a germé l'idée dans ma tête, que vraiment c'était vraiment à prendre en considération et qu'il y avait une vraie individualisation à avoir. Euh, et donc derrière, j'ai le poste à Montpellier où je suis sur l'académie, sur le pôle espoir. Donc des jeunes qui peuvent aller ça a commencé à 12 ans et ça va jusqu'à 18 ans. À En pôle 12 ans espoir. quand même. Et du coup, clairement, j'étais dans cette problématique. C'était qu'un jeune de 12 ans, un jeune de 16 ans, un jeune de 18 ans, ils ont pas le même, ils sont pas dans la même étape de leur vie. Et même deux mecs de 12 ans, deux mecs de 15 ans, ils sont pas dans la même étape de leur vie.
Et donc, de là, je me suis dit, mais ok, mais il y a un vrai truc à faire. Parce qu'aujourd'hui, ils ne réagiront pas tous à la même chose. Et puis surtout, c'est comment j'accompagne les individus qui eux-mêmes sont différents pour l'accès au niveau. Parce que Montpellier, c'est un club formateur, c'est un club qui veut avoir des mecs du cru, comme on dit, mais qui monte des équipes jeunes en équipe réserve, puis en équipe professionnelle. Et donc l'idée, c'était voilà, comment apporter une plus-value à ce club, comment apporter une plus-value dans le parcours des jeunes joueurs. Et du coup, je me suis lancé à fond là-dedans, j'ai pas mal étudié là-dessus. Euh, et puis mon projet, il est venu au fur et à mesure, et il m'a pas suivi parce que j'ai changé de club. Et j'ai voulu continuer d'avancer avec ce nouveau club. Donc c'est quelque chose, je pense, qui me suivra dans les différentes Longtemps étapes encore. de la carrière, quoi. Je me dis en fait, en tant que préparateur physique, tu vois là, t'as un jeune qui arrive à 12 ans. On va dire, allez, de 12 à 18 ans, tu l'accompagnes. Euh, Forcément, je pense que directement, tu repères les jeunes qui ont du potentiel. Potentiel. En tout cas, qui peuvent peut-être plus percer que d'autres en pro, même si, on l'a vu dans plusieurs cas, hein, t'en as qui émergent tard. Mais est-ce que toi, justement, t'as un peu ce rôle aussi où tu te dis, de mon côté, pas sur la partie technique, mais en tout cas la partie physique, je peux faire percer un joueur, ou au contraire, je peux tuer sa carrière. Si un mec il est talentueux, qu'il est travailleur, moi je crois qu'il y arrivera. Peu importe qu'il soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, il y arrivera. S'il sait ce qu'il veut, s'il a quelque chose en plus, des monstres dans les sports, on en a un million. Maintenant, il y a des parcours qui sont complètement différents. Teddy Riner, il a tout gagné du très très jeune jusqu'à le jour où il arrêtera. Il a tout gagné, quoi. Il est chiant. Je ne sais pas quand il va s'arrêter, mais il a tout gagné. Il y en a d'autres qui vont arriver beaucoup plus tard. Il y en a qui vont gagner chez les jeunes et qui vont après pas forcément faire une énorme carrière chez les pros, voire ne pas faire de carrière. Donc ça veut dire que ça aujourd'hui, la détection, il y a une vraie question à se poser, c'est quels sont. Adrien Sodo parle de couloir de performance, de suivi de à quel âge, quelle performance, et ils partent des champions olympiques aujourd'hui, et en fait, par où ils sont passés dans la catégorie jeune. Ça déjà, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut qu'on arrive à connaître pour se dire vers quel type de jeune sportif on va, vers quel type de profil. Derrière, la seconde chose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se dit, lui, ce jeune, c'est un futur talent. Je pense qu'il y a une partie l'entraîneur. L'entraîneur doit voir des choses dans la discipline, moi dans le handball. Et moi, je veux voir des appétences physiques, comment il bouge, quelle est sa condition physique globale. Et ça, peu importe l'âge, on a des indicateurs. Maintenant, je ne regarderai pas la même chose sur quelqu'un qui a 13 ans que quelqu'un qui a 17, 18 ans. Et même aujourd'hui, là, pour l'instant, je ne te parle que d'âge, de valeur précise, comme on dit, d'âge chronologique, donc la date de naissance vs le jour d'aujourd'hui. Mais, euh, mais non, on parle de plus en plus d'âge biologique. C'est-à-dire que C'est quoi la différence entre les deux pour expliquer âge chronologique, c'est je prends l'écart entre ta date de naissance, ce qui est marqué sur ta carte d'identité, et aujourd'hui. Il y a un nombre de jours qui est c'est écoulé. factuel, quoi. Voilà. T'as un nombre d'années, un nombre de jours, c'est quelque chose de juste par le temps. L'âge biologique, c'est de se dire, tous les jeunes, ils vont avoir le même schéma de développement. Mais c'est plutôt quelque chose qui va être pas forcément visible extérieur, même s'il grandit, mais plutôt c'est un peu la maturité de toutes ces fonctions internes, tous ces systèmes, qui va faire que ça, ils vont évoluer. Mais ça se voit pas spécialement. À part l'accroissement en taille, tu vas pouvoir le jauger, c'est vraiment tout ce qui est un peu invisible. Et là, ça, maintenant, il y a des formules qui sont assez faciles à mettre en place, avec des tests très simples et peu de matériel, qui nous permettent de donner euh, l'âge biologique. Donc, de dire, ok, ce gamin-là, il a 14 ans, mais en fait, il est en avance. Donc, il a peut-être aujourd'hui biologiquement 15 ans et demi, si on devait quand même mettre un chiffre. Et un autre mec qui est né le même jour, peut-être qu'il aura que 12 ans. Putain, ça, c'est impressionnant parce que. Et ça va se niveler après dans le temps. Et donc ça, c'est à prendre en compte. Comment du coup tu compares ces deux mecs, ces deux jeunes-là? Parce qu'ils sont nés le même jour, mais ils ont peut-être 3 ans biologiquement d'écart. C'est Donc, énorme, 3 ans chez les jeunes en plus. et du coup, on se dit qu'en fait, s'il est plus grand, qu'il a plus de maturité interne, donc biologique, il a de l'avance sur l'autre qui est en retard. Mais par contre, du coup, est-ce que c'est un talent ou est-ce qu'il a juste de l'avance en termes de développement? Encore plus dans une discipline comme le handball. On a le poids et la taille influencent la performance. On a des mecs qui sont plutôt costauds. C'est de plus en plus costaud, on va dire, dans les championnats professionnels, en première division. Et en Ligue des Champions, tu montes encore d'un cran. Et au niveau international, en championnat du monde, tu montes encore d'un cran. On sait que la performance, elle va être induite par ça. Donc, comment faire le bon choix déjà au début? J'ai parlé de ceux qui... Il y a des jeunes prépas qui regardent ce truc, enfin ce podcast. Comment tu l'évalues? C'est taille debout, taille assise, prise du poids et la date de naissance. C'est-à-dire que chez toi ou chez le docteur, tu pourrais l'avoir. Donc ça, c'est les tests. Et derrière, il y a une formule mathématique qu'on trouve sur Internet.
qu'on rentre dans Excel, voire même il y a un site internet qui le donne. Si les Là, gens tu sont pourrais me dire intéressés. mon âge est biologique, par exemple. C'est trop tard. Ah, c'est trop déjà tard, bien adulte. sûr, mais chez les jeunes, Si les jeunes, bien sûr. n'importe quel jeune, tu le vois, Ton petit frère, ton petit cousin, tu lui fais en quoi en 5 minutes, quoi, c'est rapide à faire. ça prend 10 minutes. 10 minutes. 5-10 minutes. En fait, ce qui me fascine, c'est que pour moi, bon, maintenant, je sais que non, mais avant qu'on en parle, tu sais, tu vois des trucs sur les réseaux qui passent. Je sais pas, le mec, il a 40 ans, mais il te dit, ouais, en vrai, j'ai 25 ans, tu vois. Bon, après, je pense que ça va loin, mais pour moi, ça me paraissait vraiment, tu vois, un peu pas bullshit au départ, mais maintenant que tu me le dis, ça fait sens. Justement, ce qui est dur, c'est ça, c'est. T'as deux personnes, je sais pas, on va dire, qui ont 12 ans, tu vois. 12 ans, on va dire, c'est quoi le mot? Chronologique, enfin, Chronologique. chronologique. Ils sont nés le même jour. Qui sont les mêmes jours, c'est ça. Donc t'as deux personnes. Mais t'en as un, biologiquement, il a 10 ans. Et t'en as un, il a déjà 15 ans. Sur qui tu vas investir pour le futur? Ouais, on n'a pas parlé d'un truc, c'est à performance égale ou pas déjà? À performance égale, ouais. À performance égale, là instinctivement, je ne connais pas l'individu, je prends le plus jeune. Parce que s'il fait la même performance, mais que tu dis qu'en fait, il a, je sais pas, t'as dit combien? 4 ans d'écart? Ouais, Biologiquement je t'ai parlant. mis 3-4 ans d'écart. Ouais. Et ça veut dire que tu as 3 ans de plus pour le rendre meilleur au même âge biologique. Donc potentiellement, tu as encore du temps pour développer plein de choses. Chose que l'autre, eh ben, il est déjà en avance. Maintenant, ça veut pas, je dis pas qu'il faut toujours prendre le plus jeune. Parce que, enfin, si celui qui est en avance biologiquement a exploité ses fenêtres qu'il avait avant de développement, et a acquis tout ce qu'il faut en termes de coordination motrice, en termes de mouvement, de gainage, de plein de qualités, ben, derrière, tu vas pouvoir passer plutôt sur un travail peut-être de renforcement, aller plus loin ailleurs. Donc c'est-à-dire que tout a un temps pour développer quelque chose. Maintenant, si on veut être optimal dans le développement, il faut se dire quand il est apte à quel moment il est apte à recevoir quel type d'entraînement. Et est-ce que du coup il a rempli sa jauge de développement de cette qualité à ce moment-là, ou est-ce que du coup elle a été un peu réduite, mais du coup ce sera plus dur de le rattraper après. Donc tu passeras plus de temps à l'entraîner là-dessus pour arriver au même résultat. D'où, en gros, c'est de l'évaluer dans le temps, d'avoir une image d'où est-ce qu'il en est et de quels processus en lui peuvent être développés, vont te permettre d'agir directement dessus et d'optimiser le développement au bon moment de cette qualité pour en faire à la fin un athlète complet pour aller vers le haut niveau. Mais est-ce que les clubs, ils sont. J'ai pas le mot en français, ils sont aware. Enfin, tu sais, ils sont. Ils sont. Enfin, pas. Enfin, est-ce que plutôt les clubs français utilisent cette méthode de plus en plus? Parce que franchement, demain, je pense que tout le monde, on se dirait, t'as deux personnes de 12 ans, t'en as un. Enfin, j'en sais rien, parce qu'imagine, on fait le cas inverse. Ou ok, t'as deux personnes, t'en as un, voilà, biologiquement, peut-être qu'il a 10 ans, l'autre il a 15 ans, donc forcément il va tirer plus fort, il va être plus grand, etc. Je pense que tous les clubs, du coup, prendraient la personne qui a 12 ans, mais biologiquement 15 ans, versus celle qui a 12 ans, mais biologiquement 10 ans. Et en fait, ce serait un peu injuste, entre guillemets, tu vois. Et je pense que c'est ce qui se passait beaucoup avant. Et t'as des cas de personnes comme Griezmann, etc., tu vois, qui étaient assez petits, assez frêles, etc. Et qui au final bah, font des belles et longues carrières. Est-ce que les clubs justement utilisent, toi peut-être ce que tu peux utiliser aujourd'hui avec l'âge biologique, ou est-ce que c'est encore trop peu utilisé dans les clubs? Parce qu'en fait sinon c'est injuste en soi. J'ai pas la vision de tous les clubs. Ouais. Je n'aurai pas la réponse exacte. Je pense qu'en France, ça se développe. Comme je te dis, l'INSEP travaille très bien. Il y a des leaders dans les équipes de France qui le diffusent dans les fédérations. Je pense à Olivier Morelli, moi, dans le handball. L'idée, c'est d'inciter un peu tous les étages de la détection à le mettre en place. Maintenant, il y a encore un écart entre cette volonté fédérale et l'appropriation dans les clubs. Parce que le temps d'un jeune sportif, il est partagé entre... Il a un club, mais s'il est en pôle sport, il va s'entraîner 4 jours avec le pôle sport, 1 jour avec le club, et il va jouer le week-end. Mais du coup, déjà, il faut que les deux entités communiquent pour se dire, lui, il a été évalué de telle manière, on est sur tel axe de développement, et puis le plus gros biais que tu as déjà annoncé, et tu l'as compris tout seul, c'est que si tu prends celui qui est le plus avancé, donc en théorie, celui qui a le plus de chances de performer, mais pas forcément par rapport à son développement, mais enfin par rapport à ce qui est vraiment en lui, mais par rapport à son avantage physique qu'il pourrait avoir. Et là, du coup, en fait, on en revient à la notion de compétition. Est-ce qu'on doit commencer à chercher de la compétition, de la dualité, de gagner un match chez les très jeunes? Et ça, c'est la limite des clubs. C'est aussi la limite du système fédéral avec des compétitions qui sont peut-être des fois mal pensées, ou en tout cas mal orientées. Aujourd'hui, et je viens du bas niveau, de petits clubs, assez vite, en moins de 13, en moins de 14, si tu as une bonne équipe, on te dit il faut gagner le championnat. Dès la première
journée où tu arrives à l'entraînement. Mais en fait, du coup, ça veut dire que derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choix d'entraîneurs qui vont plus faire jouer un joueur qu'un autre. Peut-être qu'il y en a qui vont être frustrés, qui vont arrêter, alors que peut-être qu'ils avaient une grosse marge de progression devant eux. Et ça, c'est des vraies questions. Je dis pas qu'il y a une bonne réponse. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, ça, que j'ai pas pensé à ça. Par contre, Ouais. y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. C'est comme si on prend. La dernière fois, il y avait dans un séminaire à l'INSEP, justement, ils rigolaient sur l'équipe de France jeune de football, je crois que c'était. Dans leur liste, ils avaient 85 ou 90% des jeunes qui étaient nés dans les 6 premiers mois de l'année. Mais ça, on en revient au même. Bien sûr. À la même âge, tu as en fait 6, 8 mois d'avance si tu es né en janvier par rapport à quelqu'un qui va être né en septembre, octobre. Tu as un temps d'avance dans ton développement. Et donc, tu es moins sélectionné dans les schémas de performance, dans ces équipes-là. Et donc, potentiellement, est-ce que tu arrêtes, est-ce que tu continues, est-ce que tu gardes la motivation intrinsèque pour continuer? En fait, Parce que l'optique, ouais. elle est axée sur la performance, le résultat. T'as dit trop de choses intéressantes, tu t'attends. T'as dit trop de trucs intéressants. Si on prend point par point, au début, du coup, attends, je sais plus ce que je voulais dire tellement que c'était technique. On parlait justement des jeunes, la performance, etc. On disait qu'en gros, c'est ça ma question que je voulais dire. Si demain, du coup, en fait, je suis un jeune dans un club. Bon. Après, je pense que ça dépend aussi, tu vois, si tu as des jeunes qui ont peut-être une ambition ou un parcours déjà qui peut les amener vers le plus haut niveau, ou si c'est des jeunes, tu vois, voilà, ils ont un niveau correct, on sait très bien qu'ils n'ont pas au plus haut niveau, tu vois. Mais est-ce que du coup, les clubs là de centres de formation, ils font jouer les jeunes dans un but de les faire performer plus tard au haut niveau, ou justement, ils veulent les faire gagner dès maintenant? Parce que t'as pas ce truc aussi de si un jeune, euh, dès le plus jeune âge, il va trop au-delà de ses limites, est-ce que plus tard, ça pourrait pas aussi, tu vois, le jouer sur sa carrière? Peut-être qu'il sera peut-être plus blessé, plus souvent fatigué, j'en sais rien, c'est des questions que je pose, tu vois, mais... Bah déjà, pour parler du handball, nous, le centre de formation, c'est tu y arrives, il faut avoir passé le bac. Ok. Donc tu arrives à 17 ans, ceux qui ont un an d'avance, sinon c'est 18 ans la norme. Euh, donc là, déjà, on parle de mecs qui sont avancés, il leur reste une étape à franchir. Ouais, Euh, c'est le... donc c'est presque déjà trop tard. Et là, tu as forcément une notion un peu de compétition. Euh, Même si l'objectif, c'est de développer le joueur. Parce que, comme on dit, il y a encore une étape à passer. Il faut qu'il signe un premier contrat professionnel. Puis après, il faudra qu'il s'inscrive dans la durée, dans le professionnel. Faire 10 ans de carrière. Donc non, le but dans un centre de formation et dans toute la filière qu'il y aurait avant, C'était ma question plutôt, c'est des 12 ans, quoi. c'est de les accompagner à ce moment-là pour les développer et leur donner toutes les armes pour être un sportif de niveau. Pour être un joueur professionnel nous dans l'handball. Donc ils gagnent, on s'en fout, quoi. Et c'est là qu'on en revient à C'est ça la second notion, jeu, c'est ça, voilà. les clubs. Euh, Aujourd'hui, nous, les centres de formation sont en N1, N2 en général, donc 3e ou 4e division. Tu as une notion importante de compétition parce que si tu descends d'une division, bah, l'année d'après, tu vas attirer moins d'autres bons joueurs parce qu'ils se disent non, moi je veux jouer en N1, donc si je descends en D2, il y a un impact. Donc ça veut dire que le club il va dire ah non, il faut qu'on reste quand même en N1. Donc est-ce que des fois, il n'y a pas des choix un peu d'entraîneur de le garder? Même si aujourd'hui, il y a des jeunes aussi qui se construisent via la compétition. Hein. Je dis pas qu'il faut pas avoir de compétition. C'est important justement, quelqu'un qui a quelque chose en plus et qui peut faire gagner son équipe, l'utiliser dans ce rôle-là va le forger, va aussi lui faire apprendre des choses. Maintenant, c'est quand on voit à l'échelle globale, quand on prend des zooms, dans la saison, il y a des moments, je pense, pour tout. Dans les entraînements, il y a des moments pour tout. Et chez les jeunes, c'est la même chose. Pour moi, j'ai du mal à concevoir maintenant une équipe de moins de 15 où l'entraîneur s'appuierait sur 7 joueurs. Parce que nous, on joue à 7. Donc 7 joueurs et les autres, c'est quand tu gagnes de 5 ou de 10 buts. Tu les fais rentrer. Presque ce qu'on peut pas avoir des temps de jeu égaux. Maintenant, c'est tes choix d'entraîneur. L'entraîneur aussi, même celui qui a une catégorie jeune, notre métier d'entraîneur, on veut gagner des matchs. Tu es vite rattrapé par ça. Moi, le premier, tu mets deux mains sur un terrain, j'ai envie de gagner un match. Même si on va jouer au basket ou au volley, ce que tu veux. Et quand tu me dis ça, en fait, ça revient aussi au fait de comment on pourrait s'assurer que qu'en fait, on utilise à 100% le potentiel de tous les joueurs qui font du handball. Parce que tu me parles de joueurs, par exemple, demain, t'as un joueur, tu vois, qui est tout le temps sur le banc, ça va le gonfler, ça va le gaver, il va dire, écoute, moi j'arrête, je change de sport, tu vois. Alors que peut-être que cette personne-là, si en fait, t'avais su identifier, il y a plein de facteurs, peut-être son âge biologique était un peu en retard, etc., bref, peu importe, t'aurais peut-être pu l'amener au plus haut niveau, tu vois. Et en fait, actuellement, comment
je pense que c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour s'assurer au moins d'avoir peut-être un taux d'échec qui soit le plus bas possible par rapport à ce profil, par rapport aux joueurs qu'il y a en France. Très très bonne question. Je te pose des questions de fou, je Si on t'avais avait, dit. déjà, si on avait la réponse, ce serait plus simple et Bien sûr. on serait peut-être la meilleure Mais nation justement, mondiale. on débat parce que moi aussi je réfléchis en même temps que tu me parles. Non, déjà, je pense que c'est prendre du recul, je dirais, se détacher un peu du résultat et que tout le monde joue dans l'optique de l'individu. Tous les entraîneurs d'un parcours d'un jeune soient, entre guillemets, à son service pour le développer. Le but, c'est pas nous, entraîneurs, gagner, quand j'étais sur les moins de 15, gagner le championnat moins de 15. C'est comment, en fait, pour moi, la question qu'on doit se poser dans chaque club, c'est comment amener notre jeune, peu importe son niveau, vers son plus haut potentiel. Et son plus haut potentiel, ça peut être aller en jouer en équipe senior dans l'équipe du village qui joue en régional 1. Ben, c'est déjà très bien. Si c'est ça, son max, c'est donc il s'inscrit dans la discipline et il atteint son potentiel. Maintenant, si on va aller vers le haut niveau, forcément, c'est si on se dit, bah, lui, c'est peut-être un futur joueur professionnel. Bah, l'évaluation, elle n'est pas sur si on gagne le championnat moins de 15 grâce à lui, elle est sur ce qui va arriver professionnel. Donc c'est un peu remettre cette échelle. Et je pense que ça, tous les clubs, peu importe l'ambition, peu importe le niveau, c'est quelque chose qui doit être ancré. Genre, ça devrait être un ADN de partout. Mais tu vois, quand tu as un club, parce que c'est un peu ce que je me dis aussi, c'est demain tu as un jeune qui est en centre de formation. Tu le formes. Mais en fait, il n'y a rien qui te garantit qu'il va rester chez toi, tu vois. Non, rien. Donc en fait, tu peux le préparer au plus haut niveau, mais ça se trouve demain, il va jouer contre toi. Et en fait, du coup, toi, tu auras tout fait pour qu'il soit fort, sauf que du coup, ça peut aussi se retourner contre toi. C'est quoi, du coup, la limite, on va dire, un peu de ça, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, très bien, mais la limite, elle est réelle. C'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché où il y a de plus en plus de transferts, on change de club d'une saison à une autre. Maintenant, il y a quand même des règles qui protègent. On voit les joueurs statut GIF au rugby. Nous, au handball, la règle, c'est si tu signes un centre de formation chez nous et qu'à la fin de ton centre de formation, on te propose un contrat, tu es obligé de l'accepter. C'est-à-dire que demain, moi, Ivry, il y a un jeune qui sort, on lui propose un contrat. Le PSG, ils arrivent. S'ils le veulent, ils pourront le signer, mais ils vont devoir payer une indemnité directe. Ah, ça, Ok. c'est factuel. Donc ça veut dire que, Ok. peut-être qu'il jouera contre toi, mais si tu avais le meilleur, tu vas en recevoir quelque chose. Donc au final, tu auras financé Dans peut-être tous les ton cas, tu système gagnes, de quoi. formation. Donc au final, derrière, tu auras des moyens pour sortir d'autres joueurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une économie du sport où tu sais qu'on va bouger. Donc oui, tu investis, mais ce jeune, il t'aura aidé chez les jeunes. Potentiellement, il t'aura aidé un peu chez les pros, parce que déjà, tant qu'ils sont en centre de formation, qu'ils jouent avec les équipes premières. Donc dans tous les cas, il t'aura quand même aidé. Ça dépend si tu veux voir le verre un peu à moitié plein ou un peu à moitié vide. Même si aujourd'hui, l'argent prend de la place dans notre sport. L'US Ivry, on est plutôt dans le bas de tableau des classements de budget. Mais par contre, il y a une volonté de sortir un maximum de jeunes joueurs professionnels. Et en fin de saison, il y en a 3 qui sont en train de signer leur premier contrat professionnel. Justement, là, je te pose une question de fou, je n'étais pas prêt. Justement, c'est quoi la limite entre la place que prend l'argent et justement faire en sorte, tu vois, de faire progresser le joueur parce que, enfin, la question est dure à poser, mais dans le hand, comme dans tous les sports, il y a beaucoup d'argent il y a de l'argent qui circule. Tu sais qu'en fait, un joueur, il te fait gagner un match, via son image, il peut te faire gagner un match, enfin, via son niveau, il peut te faire gagner un match, via son image, il peut te faire de la vente de maillots, ramener des gens au stade. Justement, en fait, à quel moment ça tu le prends en compte aussi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le prends pas du tout en compte. Ok. Mais je pense qu'on est encore un sport intimiste aussi. Intimiste dans le sens où le handball, c'est je sais pas, peut-être le 4e sport en France, c'est quand même pas mal, mais ce qui a généré de l'intérêt, c'est le fait que l'équipe de France a gagné beaucoup de titres. On n'est pas une économie comme le football, où le football, un joueur peut valoir très très cher. Ouais, ça Et prend donc, des millions. Ouais. Tu peux avoir tes 10 prochaines années en sortant un mec. Si tu le valorises bien à la fin. Nous, je pense qu'on n'en est pas encore là parce qu'il n'y a pas encore de transfert. Comme je dis, il y a des fois des petites indemnités, mais moi je dirais aujourd'hui on le prend pas en compte, pas du tout en compte. Enfin pas du tout, je me trompe sûrement, mais Non, mais c'est encore une fois c'est- mon moral de prépa bien physique, c'est sûr. pas de se dire combien vaut le joueur. Moi le but c'est de l'entraîner, de le développer. C'est peut-être plutôt des dirigeants, des agents qui vont s'occuper de Un jour, je ferai un podcast parce que ça m'intéresse justement, tu sais, la partie business dessus. Si on revient un petit peu, du coup, sur l'âge biologique, j'ai une question qui vient de me venir en tête. Si, du coup, demain, t'as un jeune joueur, tu vois, on va dire,
Je sais pas, en fait, pour les gens, c'est compliqué à comprendre, faut vraiment rester concentré, mais t'as un mec, il a 15 ans, finalement, son âge biologique, c'est 12 ans. Est-ce qu'il aura plus de chances, peut-être, de jouer plus longtemps qu'un jeune qui a 15 ans, mais biologiquement 18 ans? Jouer plus longtemps dans quel sens? Jouer au Faire, plus haut niveau, faire une plus longue carrière. ça, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait tant de lien que ça. À partir du moment que le jeune, peu importe s'il est en avance ou en retard, biologiquement parlant, et encore une fois, en retard, c'est pas à prendre négativement. euh, S'il est bien accompagné, il pourra avoir la longévité. Maintenant, il y a tellement de facteurs pour avoir la longévité. Euh, Aujourd'hui, j'ai des. Hilton au foot est allé très très loin dans sa carrière. Il a joué très loin. Mais parce que aussi, il avait une hygiène de vie parfaite. Il savait très bien comment s'entraîner. Il se connaissait par cœur. Il a sûrement bien travaillé chez les jeunes. Et dans tout au long de sa carrière, il y a, il y a beaucoup de facteurs. J'aurais pas de réponse à te donner. Maintenant, je pense que c'est prendre du plaisir. Et du plus jeune âge jusqu'au bout de ta carrière professionnelle. Sinon, à un moment donné, t'arrêtes. Euh, et puis après, c'est ton parcours, tes coéquipiers, tes rencontres qui te font rester là-dedans et qui gardent une motivation. On parle souvent de sportifs, tu sais, que des fois qui mettent fin à leur carrière parce qu'ils ont fait le tour. En fait, ça veut dire quoi? C'est de un, ils ont perdu la motivation, plus que de ton fondement. Même si après, il y a plein d'arrêts de carrière aussi sur des questions de blessures à répétition, etc. Ça veut pas dire qu'ils travaillent pas, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas fait tous les efforts pour. Euh, Il y a une part d'aléatoire que moi, aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer. Et si on parle de blessures, tu m'as lancé sur un sujet, là. Merci. La dernière fois, nous, on parlait un petit peu en off, parce que les blessures, c'est un fléau, tu vois. Enfin, c'est un fléau, il y a quand même beaucoup de blessures dans le sport, c'est normal, hein, tu pousses ton corps au-delà de ses limites parfois. Et là, je l'ai vu avec des personnes qui ont fait les JO ou qui ont voulu se qualifier pour les JO. Il y en a plein qui sont en train de se blesser. J'espère pour eux que ça va se calmer un peu. Euh, Toi, quand tu as un joueur qui est blessé, est-ce que parfois, enfin, est-ce que la blessure, c'est inévitable dans certains cas? Ou est-ce que tu peux rien faire? Ça arrive parce que voilà, c'est à force de jouer, c'est à force de performer, c'est à force parfois d'aller au-delà que bah, parfois le corps lâche et tu te blesses, quoi. La blessure, elle arrive et elle va arriver et on essaye qu'elle soit le moins présente possible, le moins grave possible. Maintenant, je connais pas encore un seul programme, protocole qui permet de jamais être blessé. Et malheureusement, comme tu dis, des fléaux, c'est une étape d'un sportif. C'est une Maintenant, étape, ouais. parce que fléau, c'est très négatif quand Oui, oui, même. oui, c'était pas le bon mot. Moi, le premier truc, là j'ai un joueur qui vient d'avoir un petit bobo récemment. Euh, Dès la première séance, moi je lui pose, on a à peu près une durée, c'est sur quoi tu vas revenir meilleur. Donc en gros, on se fixe un objectif. Et ça peut être large. Et des fois, moi je l'oriente, des fois c'est le sportif qui va me le donner. Ou des fois, on aura peut-être deux. Même si le but, c'est pas jamais d'avoir 20 objectifs, parce que sinon, tu n'en arrives peut-être à aucun. Euh, mais du coup, une fois que tu as fixé ça, déjà le sportif repasse dans. Il y a la phase d'acceptation de la blessure, ok, je me suis blessé, la phase négative, il faut l'accepter, et il faut revenir au travail. Et revenir au travail, ça passe aussi par, si tu donnes un point de sortie, un objectif smart, tu as une temporalité, euh, c'est quelque chose qui va te challenger, que tu vas pouvoir mesurer, et à partir de là, il va se remettre en condition pour progresser. Et le but, c'est qu'ils ne soient pas à l'arrêt, et on espère qu'ils reviennent, soit à son niveau de performance, soit plus haut, mais on essaye d'éviter qu'ils soient en bas. Après, ça dépend où est-ce qu'il en est dans sa carrière. Si on parle d'un jeune, on espère qu'il sera plus haut, peu importe sa blessure. Euh, Si c'est un joueur plutôt en fin de carrière, bah, des fois, il ne réatteindra pas son pic. Par contre, le but, c'est de s'en rapprocher le plus possible. Ça, c'est quelque chose qui va être important. Et t'as déjà eu des blessures où tu t'es dit, en vrai, avec du recul, cette blessure-là, on aurait pu l'éviter. Bah, au final, En fait, j'ai est-ce envie de que tu dire, fais une recherche dès qu'il y a une blessure ouais, sur comment ça aurait pu arriver, etc. euh, tout le temps. Dès qu'il y a une blessure, on reprend la planif. Quelles sont les dernières séances? Quelles sont ces dernières évaluations? Est-ce qu'il y avait des indicateurs où on est passé à côté? Les différents questionnaires qu'on peut leur faire passer pour savoir comment ils sont physiquement, dans la tête, etc. Pour essayer de se dire, ok, quelle erreur on a pu faire? Ou quelle chose, des fois c'est pas une erreur, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Pour essayer de se dire, ben, le but c'est la prochaine fois, on ne fait plus la même erreur. On n'agit pas de la même manière. Parce que cette situation nous a peut-être amené à un problème. Ou alors, la dernière évaluation, on pensait qu'elle était bonne ou correcte, et bien en fait, on n'avait pas vu tel point. Ça, c'est un lien un peu avec la data, avec la planif, c'est assez large. Maintenant, c'est très rare quand même, quand tu sors de quand tu as tout regardé, que tu dis, ok, c'était ça. Aujourd'hui, la blessure, elle est multifactorielle. Euh,
Est-ce qu'il a des déficits de force? Est-ce qu'il a un déficit d'amplitude? Est-ce qu'il a pris un choc, donc dû à un contact dans une discipline comme la nôtre? Est-ce que il a bien dormi? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que dans la tête ça se passe bien? Est-ce qu'il a des problèmes familiaux? Est-ce que à la maison, avec ses enfants, avec sa femme, avec son conjoint, enfin de manière globale, il y a plein de choses à investiguer. Maintenant, il faut prendre le temps de le faire dans l'optique de on veut s'améliorer, on veut améliorer notre contenu pour continuer de servir nos joueurs. Et tu vois, quand je te parlais tout à l'heure justement des deux personnes là que j'ai vues, voilà, coup sur coup, qui se sont blessées, c'était post-jeu. Parce que j'en ai une, justement, qui s'est pas qualifiée, qui l'a très mal vécu, et qui en fait pensait s'en être remis. Et au final, tu vois, elle a recommencé des compétitions d'escrime, bam, elle se claque. Et il y en a une deuxième, au jeu, elle fait pas forcément la perf qu'elle voulait faire. Pareil, dur à accepter, elle se blesse jamais. Et là, comme par hasard, elle se blesse. Est-ce que la blessure, on va dire, avant de la percevoir physiquement, ce serait pas une blessure parfois que tu pourrais avoir dans la tête, qui après se traduirait toi sur ton physique? Si, ça peut. Aujourd'hui, j'aurais pas la réponse, je connais pas les deux personnes dont tu parles, donc je m'avancerai pas, mais bien sûr. Mais tu pourrais savoir, Il par y exemple, a- si tu parles avec le sportif? J'ai envie de te dire que oui, mais il faudrait l'avoir en avance. Il faut avoir les indicateurs. Aujourd'hui, on essaye d'avoir des questionnaires pour suivre chaque marqueur jour après jour et quelle est l'évolution. Maintenant, t'es jamais sûr. Par Mais contre, toi, tu suis tes joueurs justement tous les jours, comment ça va, etc. bah, tous les jours, ils ont un questionnaire le matin auquel ils répondent sur l'énergie, le sommeil, la nutrition, etc. Euh, L'idée, c'est que dès qu'ils arrivent à l'entraînement, je vais avoir une image de leur état aujourd'hui. Parce que moi, je sais ce que je veux leur faire faire. On sait avec le staff ce qu'ils vont faire même dans la partie technique. Est-ce qu'ils sont prêts à ça ou est-ce qu'on doit adapter des choses? Parce que si ils arrivent un jour, personne n'a dormi parce il y a un virus qui commence à circuler dans l'équipe et que toi, c'est le jour où tu veux aller fort sur l'entraînement, Ouais, tu... ça va peut-être pas le faire. Pareil, un joueur qui a un problème dans la tête, euh, quelle va être sa capacité à s'entraîner? Même si des fois, ça reste des professionnels, c'est leur métier, ils se persuadent que tout va bien. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ils se disent non, non, moi je vais m'entraîner. Parce que m'entraîner, c'est s'entraîner pour un sportif pro, c'est aussi le moyen de fuir un peu le problème. Tu penses à ton entraînement, tu penses à ta perf, et ils sont éduqués à ça, ils font ça tous les jours. Donc oui, il y a un lien. Maintenant, je suis pas psychologue je pense que même, enfin, j'ai pas toutes les billes pour l'évaluer. Non, non, bien sûr. Par contre, je crois énormément à la discussion avec les joueurs. Donc, j'ai parlé de questionnaire. Le second truc, c'est discussion. Imagine, j'ai vu une data qui sort pas bien dans le questionnaire ou Toi, tu prends le temps de parler avec les joueurs, de creuser un peu parfois quand avant ça la va séance, pas. c'est obligé. Et tu sais, des fois, juste dans le bonjour, ça va, il va te verbaliser un ah ouais, la forme et tout, ou un ouais, ça va. Bah, tu vois la différence. C'est qu'il y en a un, t'as peut-être un truc à creuser ou poser la question en plus. Celui qui t'a dit ah ouais, super, ça va super bien. Peut-être que lui, tu te dis ok, aujourd'hui, j'ai peut-être d'autres gars à voir pour ajuster les séances, pour bah, essayer de pas passer à côté d'une fois. Et est-ce que c'est ok, justement, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait dans le podcast tout à l'heure avec Valentin Bertrand, mais est-ce que c'est ok, du coup, pour un sportif de haut niveau, justement, d'avoir parfois des coups mous ou des journées où t'es pas forcément à fond, ou justement, tu trouves que c'est peut-être parfois, je sais pas si c'est tabou, mais est-ce que c'est justement, vu que c'est des sportifs de haut niveau, est-ce que t'as un peu ce truc en vrai, on s'en fout, tous les jours, faut que le mec il soit au top, c'est son métier, ou justement, toi, tu prends plus en compte l'humain en se disant, écoute, bah, ça reste un humain, oui, d'accord, il est pro, mais ça reste un humain qui a des émotions, peut-être qu'il a des choses justement qui traversent. Est-ce que toi, tu fais comprendre aux joueurs que c'est ok aussi, peut-être, de ressentir ça? Bien sûr. Mais c'est archi important. Même nous, on n'est pas des machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête, ça va trotter, tu vas réfléchir à ça. C'est évident qu'il faut le prendre en considération. Sinon, bah, tu passes à côté de quelque chose. Et si le mec il a pas la tête à s'entraîner et tu lui donnes une séance très très difficile, qui va demander un engagement total, bah, soit il n'arrivera pas à te le donner, donc en fait, à quoi aura servi la séance? Euh, Soit il va se blesser, pareil, les prochaines séances sont sacrifiées. Je dis des fois, il vaut mieux adapter. Ça veut pas dire qu'on adapte tout le temps dès qu'il y a un truc qui va pas. Parce que l'extrême opposé, je pense quand même que, comme on a dit, c'est leur métier. Le but, c'est qu'ils progressent et qu'ils avancent. Si on pense que c'est important, il faut fournir les séances qu'on a prévues. Maintenant, s'ils sont pas en capacité de les recevoir, il y a peut-être quelque chose à changer. Et c'est toute
Bah, la question qu'on se pose est vers quel côté je fais pencher mon curseur et ma prise de décision. Donc oui, je le prends en compte. Maintenant, c'est un truc un peu plus global. Le sportif, souvent, il voit que la séance qui arrive ou la compétition. Les entraîneurs, maintenant, de plus en plus, on essaie de planifier en avance. C'est-à-dire qu'on a une vision sur les 5, 6, 7, 8 prochaines semaines, mois, etc. On a un gros schéma. On sait où on veut les amener. Et à partir de là, derrière, on fait des petites adaptations pour se dire, ok, ben, aujourd'hui, on peut quand même enlever ça et on le mettra un autre jour et faire notre micmac, entre guillemets, avec tout ce qui est prévu dans les prochaines semaines. Parce qu'au final, est-ce que c'est cette séance à ce jour-là qui est le plus important d'abord, ou est-ce que c'est qu'il soit en capacité de la réaliser et donc d'en avoir tous les effets bénéfiques pour la suite du programme et du développement du jeune ou de l'adulte. Ce qui est intéressant, c'est que ton rôle de préparateur physique, oui, tu as un rôle en fait où il faut que les sportifs, en tout cas les joueurs d'handball dans ton cas, tu les fasses, en tout cas tu leur donnes toutes les clés pour qu'après ils puissent performer au plus haut niveau. Mais tu as aussi un rôle en fait où de ton côté, tu fais aussi en sorte, je pense, qu'ils évitent de se blesser, tu vois. En tout cas, tu les prépares aussi physiquement pour, bah écoute, demain il prend un choc peut-être un peu plus costaud que d'habitude, bah son corps soit aussi apte à l'encaisser. Je me suis grossi à la caméra, mais à l'encaisser et justement, tu vois, à pas se blesser. Parce que tout le temps, la frontière, c'est ça, c'est dans le sport de haut niveau, t'as un peu ce truc où faut performer, mais en fait, jusqu'à où tu performes pour justement pas casser le fil et te blesser, tu vois. C'est ça qui est un peu dur, je trouve, à trouver. Bah, ça passe déjà par la charge d'entraînement. À quel point tu es capable de t'entraîner. Forcément, je crois que plus tu t'entraînes, plus tu as de chances d'évoluer. Maintenant, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas parce que demain je prépare un marathon, je fais 10 séances par semaine. C'est le meilleur moyen d'échouer. Par contre, ça se construit. C'est quel temps tu as, comment on fait pour arriver à être capable de s'entraîner 10 heures par semaine et à la fin de courir un marathon. Et donc tout ça, c'est des semaines de préparation, des mois, c'est une planification, c'est une chose. Maintenant, oui, nous, le but, c'est qu'ils ne se blessent pas, donc on a plein de choses. Aujourd'hui, t'as parlé de masse musculaire. Aujourd'hui, dans un sport de contact comme le nôtre, la masse musculaire, c'est comme une carapace. Maintenant, tu peux être très solide si tu n'as pas de mobilité, donc de capacité à avoir une amplitude de mouvement où tu as du contrôle musculaire. Si tu es amené dans la compétition à aller dans cette zone où tu n'as plus de contrôle musculaire, tu peux aussi te blesser. Si tu n'as pas le niveau de force nécessaire pour une certaine action, une grosse décélération, retombée d'un saut, il y a plein de types d'actions, tu peux être amené à te blesser. En fait, la blessure, elle survient sur une action où tu es en train de dépasser la capacité de ton corps. Donc, et on a parlé de muscles, on a parlé de mobilité, on a parlé de force. Moi, mon but, c'est d'augmenter la capacité de ces joueurs pour être à même de pouvoir rencontrer sur le terrain n'importe quelle action, n'importe quelle contrainte, n'importe quel contact, même si des fois il y a des contacts qui sortent de nulle part, il y a des actions qui sont peut-être de base tolérées, mais aujourd'hui le joueur il est fatigué, la semaine a été un peu trop dure, plus dure que prévu, ou il s'est passé quelque chose dans sa vie, donc la tête ne suit pas, mais tout ça, ça affecte pour moi la capacité. C'est là qu'elle n'est pas que physique. Moi, mon but, c'est de s'occuper de ces indicateurs physiques, de les monter, de protéger les sportifs. Maintenant, il y a plein de facteurs autour. Est-ce que le coach, justement, tu lui fais un bilan avant les matchs des joueurs? Par exemple, si tu vois que on peut se dire, ah, bah, j'en sais rien, ce tel joueur, ah, finalement, là, dans le match, c'est dur, etc. En fait, toi, quelle est ta relation avec le coach pour, en gros, lui faire comprendre, peut-être avant un match, ou peut-être que, voilà, t'as tel joueur, bah écoute, c'est vrai qu'en normalement, il est performant de fou. Là, peut-être qu'en ce moment, il a un petit coup dur, peut-être qu'il a fait trop de matchs, etc. Comment, justement, t'arrives, toi, à mettre peut-être quelques warnings au coach pour pas, tu vois, qu'il utilise un joueur qui pourrait peut-être aussi parfois conduire à la blessure. Tu fais des rapports justement tout le temps au coach? Il y a des rapports. Des fois, ils sont verbaux, des fois, ils sont plutôt un peu structurés, avec des data. Euh, L'échange, déjà, il est journalier. Il est quotidien, il est plusieurs fois par jour. Que ce soit en staff, que ce soit en avant-séance, en après-séance. Parce que le coach va percevoir des choses, je vais en percevoir d'autres, l'entraîneur adjoint va en percevoir d'autres, le kiné va en percevoir encore d'autres. Peut-être le directeur ou le président qui vient voir une séance, il va voir peut-être des choses.
Donc déjà, ça doit passer par l'échange. On entraîne un ensemble d'individus qui doivent performer ensemble. À partir de là, j'ai pas la solution, j'ai pas tout le temps. Par contre, c'est si on se donne tous toutes les infos, ça va aider à la décision. On fera dans tous les cas un choix. Parce qu'à la fin, l'entraîneur principal, lui, il décide. Ah, c'est le boss, quoi. On l'a pas dit, mais c'est vrai que le coach, Quentin, c'est le boss. Hein. tu commences, t'es titulaire, ça fait 3 semaines que Avec t'es plaisir. pas prêt à ça, tu vois. Et lui, il va choisir. Maintenant, il va choisir en ayant un fondement derrière. C'est- Il a pris la décision parce qu'il a un choix tactique, parce que c'est ton état de forme du moment, parce que tu as montré de bonnes choses au dernier match. Il y a plein de choix. Maintenant, oui, ça, c'est quotidien. Donc des fois, on dit, lui, peut-être aujourd'hui, il est un peu plus dans les rotations. Lui, aujourd'hui, il faut qu'il y aille. Il n'a pas beaucoup joué au dernier match. Il va avoir un travail en plus, une séance en plus. C'est tout le long. Maintenant, en général, en avant-match, parce que là, on parlait plutôt du match, euh, j'essaie de ne pas intervenir d'abord. Des fois, j'ai des infos du joueur. En fonction, si les coachs se posent des questions, tu vas pouvoir orienter en fonction de ce que tu sais. Enfin, tu vas pouvoir donner une information. Maintenant, et c'est là la limite, c'est que moi, le prépa physique, j'ai une place où je ne choisis pas. Donc souvent, on a un peu plus la confiance du joueur. Et le joueur, il a tendance à se confier. Tu sais. Parce que justement, il a besoin de verbaliser les choses, mais il n'ira pas le dire directement au coach principal. Parce que s'il lui dit ah, hier, j'ai mal dormi, j'étais malade, euh, le coach lui, doit se dire mais en fait, tu es capable de jouer ou tu joues pas. Si tu me dis ça, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Tu vois, il peut le prendre à l'inverse opposé. Tu me dis ça, ça veut dire que tu m'envoies un message, je veux pas que tu joues. S'il me le dit à moi et qu'on va au fur et à mesure de la journée, je la discute avec le coach dit est-ce qu'il commence, est-ce qu'il commence pas. Bah, toi, sans dire qu'il est malade, tu dis bah, peut-être lance l'autre et tu vas trouver des arguments pour aider la prise de décision parce que toi, tu es au courant. Mais le but, des fois, c'est aussi d'avoir qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui n'est pas transmis. Par contre, il faut du coup qu'il y ait une confiance absolue entre le coach, enfin les coachs, le prépa physique, le kiné et compagnie. Parce que si demain je prends une décision, je cache une information au coach, il faut que je sois capable de dire bah, ah, je m'excuse, j'ai merdé, j'aurais dû la donner. Mais si t'as pas de confiance mutuelle, tu peux ramasser. Sinon, si c'est pourquoi tu l'as fait, etc., ça peut passer. Même si jamais ça entraîne une mauvaise performance ou pas, à un moment donné, si c'est quelque chose de pas bien, quoi. Bien Il y a sûr. une erreur qui a été faite. Donc c'est cette limite entre l'information qu'on a, l'information qu'on transmet, et comment on le gère au quotidien. Mais déjà, si tu parles tous les jours, tu as la plupart des infos. Ouais, c'est transmis quotidiennement. Et sur une saison, tu vois, c'est long une saison. J'imagine que les joueurs peuvent pas être à 100% tout le temps. Enfin, j'imagine que tu as une montée en puissance. Peut-être de l'équipe, ou peut-être que tu as des pics justement où tu te dis, bah écoute, j'en sais rien. Là, je dis n'importe quoi, mais là, c'est championnat de France. On veut que les mecs soient vraiment bons à telle date. Est-ce que ça, tu le mets en place et comment, du coup, tu fais pour que tes joueurs aient un pic physique quand tu le souhaites? Sachant que je pense que des pics, bah, t'en as plusieurs comme dans la saison. Comment, toi, t'arrives à faire en sorte que tu aies ton équipe qui soit prête pour ces moments clés, même si peut-être que, du coup, tu auras des matchs où tu seras peut-être pas à 100%, tu seras à 80%, donc tu auras une bonne équipe, mais tu seras pas à 100% de ton pic physique. Je crois un peu moins quand même au pic. Tu Ok, vois, la pointe. Après, ok. j'ai plutôt une vision sport co. C'est-à-dire que moi, en théorie, mes gars, il faut qu'ils soient capables de jouer Tout et le de temps, performer ouais. 30 week-ends dans l'année en 40 semaines. Donc ça veut dire qu'en fait, C'est costaud. bah, une fois que la saison est lancée, Tous les week-ends, quasiment, tu joues, quoi. exactement. Après, on a 2 phases de préparation. Et là, c'est là qu'on crée un peu ces pics. Même si. Parce que nous on n'a pas les Jeux Olympiques à préparer. Enfin, moi, en tout cas, quand je suis dans un club, j'ai pas les Jeux Olympiques à préparer. Et même, je me dirais, les Jeux Olympiques, handball, c'est 3 semaines, 3 4 semaines. Donc, est-ce que le pic, il est au début, il est à la fin? Et tout ça, ça se prévoit. Maintenant, tu anticipes des préparations. Tu as des périodes où le but, ça va être de développer. Tu as des périodes où le but, ça va être de performer. Donc, peut-être nous, peut-être un peu moins sur une optique de développement, mais du maintien. Du maintien en allant chercher des petites choses que tu peux améliorer quand même. Je dis pas que juste le but c'est qu'il soit là tout long. Parce que si c'est un jeune joueur, le but ça va être de continuer de le faire monter. Si c'est un vieux joueur, enfin, en tout cas un mec qui est plutôt sur la fin de sa carrière, euh, bah lui le but ça va être priorité, c'est qu'il ne se blesse pas. Ces indices, j'espère qu'ils sont déjà montés, qu'ils sont déjà hauts. Et s'il a fait déjà 10 15 ans de carrière, c'est qu'il les a montés et qu'il n'est pas là pour rien. Parce que quand tu as de la longévité, tu as prouvé à un moment donné et tu t'es fait un nom.
Euh, donc tu vois, déjà, c'est pas les mêmes objectifs. Maintenant, oui, il y a des choix. On a des cycles de travail, ça peut aller de 3 semaines je crois que cette saison, on a eu 9 semaines de compétition consécutive. Il y a des matchs qui sont plus abordables que d'autres. Nous, on est bas de tableau, il y a des matchs où on sait que ça va être dur. Maintenant, il n'y a jamais un match où on se dit on va pas gagner. Où on se dit on n'a aucune chance. Forcément. Et des fois, le lundi, tu dis c'est dur, et tu arrives au match, tu dis on a vu leurs points faibles, on pense qu'on peut l'exploiter, et du coup, on se prépare tout le temps à vouloir gagner. Euh, Maintenant, oui, il y a des matchs qui comptent plus que d'autres. Quand tu joues un concurrent direct, nous, en bas de classement, c'est des matchs qui valent double. Bah, là, c'est une semaine où elle est cochée, elle est identifiée. Il faut qu'on ait amené à un pic de performance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines pour avoir les entraînements nécessaires, avoir la fraîcheur nécessaire, avoir la disponibilité maximum du groupe pour jouer ce match. Donc, nous, tu vois, c'est un peu plus dilué. Nous, c'est un peu plus, comme c'est un peu plus constant, je vois pas un grand pic comme peut les Jeux Olympiques, mais c'est plein de petites ondulations. Forcément, dans la semaine, il y a des jours haute intensité, des jours basse intensité, qui vont permettre de jouer entre le développement, ou la rigueur, l'exigence, se rapprocher de la compétition, et des jours où plus tu vas vers la fin de la semaine, plus on va être vers des efforts qualitatifs, vers des efforts qui t'amènent à performer le jour du match. Donc nous, c'est plein de petits pics dans la saison. Et je dis, nous, on a une saison à 31 matchs officiels cette année. En théorie, il faut que les mecs soient performants 31 fois. Donc tu as 31 31 sommets. matchs. Ouais, c'est énorme. Nous, on est une des équipes qui a le moins de matchs, vu qu'on a perdu au premier tour en Coupe de France et qu'on a dans tous les cas 30 matchs de championnat. Et si tu prends des équipes Tu prends le comme le PSG. PSG, ils sont qualifiés en finale de la Coupe de France, donc je pense ils ont fait 4 matchs, il en reste un en Coupe de France. Ils ont fait les 30 matchs de championnat. Ils ont Ils perdu ont en quart fait là. Ils ont perdu en quart en Ligue des en Ligue des Champions. Champions. Je suis renseigné quand même. Et donc déjà, ouais, grave. Mais il y a combien? C'est des poules de 8 équipes, donc tu as 14 matchs en plus après 8e et 2 matchs de quart. Ils ont des saisons, et plus ceux qui sont en équipe de France. Ah, donc en fait, t'as des mecs, parfois, ils font 2 fois plus de matchs que. Bien sûr. Les internationaux, quand on prend les Karabatic et tout, quand ils font des grosses saisons tu vas jusqu'à une finale du championnat du monde. Potentiellement, imagine, tu avais les JO, là, il n'y a pas longtemps, ils avaient fait le championnat, enfin, une compétition internationale, je ne me rappelle plus laquelle. Si tu vas jusqu'en finale, tu t'as, je sais pas combien de matchs. Derrière, tu as les Jeux Olympiques dans l'été. Et en fait, ils ont passé une saison à jouer tout le temps. Le nombre de matchs, il doit dépasser je dirais les 70. Justement, est-ce que c'est pas trop? Aujourd'hui, les joueurs sont pas trop usés par la compète? C'est l'éternel débat de ces dernières années. C'est que pour monétiser un sport, il faut qu'il y ait de plus en plus de matchs, de plus en plus de droits télé et compagnie. Maintenant, est-ce qu'on n'en fait pas trop? C'est une question à se poser. Parce que tu vois J'ai des pas la jeunes qui réponse gueulent de plus exacte. en plus, des joueurs, pardon, qui râlent de plus en plus, Ouais. qui te disent, ouais, en gros, on joue trop. Après, il y en a qui te disent, ouais, mais t'es bien payé, etc. Mais vraiment, oui, l'argent, je suis d'accord, mais quand tu vois tous les matchs qui sont faits, donc c'est ça, est-ce qu'on joue trop pour une question d'argent? Et je pense que c'est ça, en fait, on joue trop parce qu'il faut qu'il y ait des matchs, parce qu'il faut vendre des droits TV, parce qu'il faut vendre des places. C'est Mais à quel c'est- prix, quoi? c'est un énorme débat. Parce que c'est ce qui fait qu'on gagne de l'argent. Maintenant, une carrière d'un sportif, c'est 15 ans à être vraiment rémunéré pour son travail. Derrière, il te reste 20, 30 ans de ta vie à continuer de travailler. Sauf peut-être dans certains sports. Il y a certains sportifs qui sont les gods de leur discipline, qui ont généré beaucoup d'argent. Mais même eux, au final, les plus grands de chaque sport, ils continuent à travailler derrière. Est-ce que c'est Ouais. de la pub? Est-ce que c'est créer une marque? Est-ce que... Ils ont ce besoin aussi, je pense, quand t'as fait de la compète, t'as ce besoin, je pense, après de continuer. Bien sûr, puis tu as envie de faire quelque chose. Enfin, on est quand même... notre quotidien, c'est d'être tout le temps en entraînement avec des gens. Euh, Moi, je me verrais pas, je pense, que le jour où j'arrête, où je passe à la retraite. T'imagines, tu te restes chez toi? Tu te fais Je chier. pense pas. Ah, tu te fais chier. Tu passes tout le temps ta vie avec plein de gens autour de toi. Il faut continuer. C'est un besoin, je pense, pour la plupart des gars. Et justement, les mecs en fin de carrière, toi qui les vois un peu, est-ce qu'ils arrêtent, ils sont totalement cassés par le sport? Ou est-ce qu'ils arrêtent, en fait, ils sont quand même relativement en forme en tout cas, ils sont plus en forme. Enfin, peut-être qu'ils arrêtent, mais ils pourraient peut-être continuer encore 1 ou 2 saisons, tu vois. Je pense qu'il y a tous les profils. Ouais. Il y a tous les profils. Je dirais que l'année où ils arrêtent, ils sont quand même encore en forme. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient encore professionnels, ils étaient encore au plus haut niveau. Maintenant, on fait des sports où il y a de l'usure. Et je pense il y a des sportifs qui, 10 ans, 15 ans après, ça devient difficile pour marcher. Enfin, après, il y a tous les exemples. Il y en a qui, encore à 70 ans, vont aller très bien. Euh,
Maintenant, je pense que c'est... Après, t'as peut-être des postes aussi, je pense, qui usent plus Ouais, que d'autres. de manière globale, je pense que la performance, elle est pas... C'est pas quelque chose qui va protéger ton organisme. Parce que le but, c'est de pousser à fond tes curseurs. Donc ça veut dire que tu joues avec la limite, avec tes limites physiques, avec tes limites mentales, avec toutes tes limites. Donc à un moment donné, je pense qu'à long terme, c'est- on la recherche, mais je pense que c'est pas quelque chose qui protège nos humains de base. Ah, c'est ça, ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait, les sportifs de haut niveau, enfin, bon, nous on le sait parce qu'on est un peu dedans, enfin moi à mon niveau et toi à ton très 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 grand niveau, mais en fait là t'es plus du tout dans le sport santé. Ah non, bah t'es dans le sport Là, non, mais c'est ça, performance, là, c'est là ça n'a complètement rien autre à chose. voir, c'est ça, C'est complètement autre chose. et justement il faut le différencier parce que quand t'es, comme tu dis, nous le sport santé, et je pense qu'ici on fait tous du sport santé, tu vois, etc. Mais le sport performance, c'est ça en fait, c'est constamment tu vas plus loin. Et après, bah, ça demande aussi une récupération derrière. Tu vois, aujourd'hui, moi je vois beaucoup de personnes, et pareil, j'ai vu un reportage dessus, c'est en fait, tu as beaucoup de personnes, notamment qui sont jeunes, parce qu'après, quand tu travailles, etc., il y en a qui continuent, mais c'est quand même plus compliqué, quand tu as un CDI, etc., qui en fait vivent comme des sportifs de haut niveau, enfin s'entraînent plutôt comme des sportifs de haut niveau, mais qui récupèrent comme des personnes lambda. Et après, bah, du coup, tu vois plein de cas de blessures, des cas de burn-out, etc. Est-ce que toi aussi tu peux le constater de plus en plus que, je sais pas, tu vois, le sport amateur, t'en as certains qui voilà, essayent de s'entraîner comme des pros, mais qui en fait ont pas la suite derrière, tu vois. Mhm. Ouais, parce que les images qu'on donne aussi du sport de niveau, c'est tu t'entraînes plus, tu deviens performant. Maintenant, pour performer et progresser, même ce qu'on dit nous à des joueurs professionnels, c'est que la récupération, elle est tout aussi importante, si ce n'est plus importante que la séance qu'il va faire. Enfin, qu'il l'a fait du coup. Parce que la réalité, c'est que ce qui, s- tu fais la séance, tu es fatigué sur l'instant T. Derrière, ton organisme, il va réagir. Il va créer. Il est super bien fait pour réagir et se dire, ok, du coup, je vais développer des choses parce que bah, là, j'ai été mis dans le dur. Et donc, tu en deviens meilleur. Mais sauf que si tu prends pas le temps de récupérer pour qu'il y ait ce process-là, tu te refais une grosse séance, tu te refais une grosse séance, tu te refais une grosse séance, bah, au final, tu vas plus générer, enfin, tu vas générer de la fatigue plus que de la progression. Ça a été le cas, et c'est là qu'on parle de progressivité dans tout type d'effort. Si demain, tu n'as jamais couru de ta vie, tu prépares le marathon de Paris dans un an, comme je dis tout à l'heure, je reprends l'exemple de tout à l'heure du coup, tu commences pas à être à 10 entraînements semaine. Tu vas commencer à sortir et ça va se faire au fur et à mesure. Tu vas prendre le temps de récupérer. Et par contre, c'est sûr que plus tu vas te rapprocher de la compétition, plus tu auras eu des kilomètres derrière toi, plus tu vas être capable de faire un peu plus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu as amélioré la fonction de ton organisme, tu vas aussi peut-être récupérer un peu plus facilement. Ou alors, tu vas faire des séances qui sont plus intenses, qui vont nécessiter du coup le même temps de récupération. Tu joues avec l'augmentation de tes capacités euh, et l'exigence des séances que tu peux avoir. Mais aujourd'hui, moi, je pousse pour l'activité globale. Le sport santé, il faut qu'il y en ait. Maintenant, le sport performance, même si, vu qu'on parle de prévention de blessures, etc., on veut que ce soit les mecs sortent le plus en forme possible. C'est quand même dans tous les cas l'objectif. Maintenant, on va pousser tous les curseurs, donc on va jouer avec les limites. On va jouer avec les limites de nos gars. Et est-ce que tu constates justement peut-être qu'il y a de plus en plus de blessures plus le temps avance, ou est-ce qu'au final, pas tant que ça? Parce que tu vois, on voit souvent les mecs qui te disent ouais, mais il est toujours blessé, ouais, mais il y a trop de saisons, les mecs qui se blessent. Dans le foot, beaucoup, je le conçois. Est-ce que toi, tu le vois un peu dans le handball ou pas forcément? Pour l'instant, c'est difficile d'avoir un retour dans le sens où c'est ma deuxième saison en première division. Donc j'ai pas un recul énorme. Moi, dans mes deux saisons, et j'ai un peu des stats sur toute la ligue, je dirais qu'on on est à statu quo. Mais en 2 ans, j'ai aucune vision long terme. Donc, et puis le handball, j'ai pas l'impression qu'on ait ajouté beaucoup de matchs ces dernières années. Donc on est quand même sur un schéma qui reste plutôt le même quand même. Et je pense qu'on travaille de mieux en mieux aussi. On est de plus en plus formés, des prépas physiques, les staffs sont de plus en plus larges pour avoir des champs de compétences différents, avec l'intégration de la prépa mentale, avec des domaines qui s'ajoutent, avec la prise en compte de la diète, euh, qui est fait pour rendre le joueur le plus prêt, le plus de jours possible dans Est-ce l'année. que justement pour le jour, c'est pas trop de contraintes, tout ça? Il faut leur demander. Non, mais tu vois, c'est un truc Faut leur parce demander. que. Certains vont Ouais. adorer. Certains, t'as des mecs qui sont, on dit des fois, c'est les pros de la vie de tous les jours. Ils sont sportifs de niveau, mais ils ont la récupération parfaite, ils ont la nutrition parfaite, ils ont le sommeil parfait. Mais par contre,
Et t'en as d'autres qui vont jouer un peu avec tout. Et il y en a, les deux profils peuvent exister à très haut niveau et peuvent marcher à très haut niveau. Parce que là, grosso modo, je t'ai coupé un peu la parole, mais c'est quoi en gros une journée type? On va faire une journée type d'un sportif de haut niveau. C'est quoi? Il vient, il s'entraîne, il rentre chez lui, il dort? Ou il t'en a quand même. Parce que je sais pas, tu vois, tu vois un peu de tout, mais moi j'ai vu plein de reportages, les mecs ils font du foot, ils s'entraînent, ils dorment, ils jouent à la play, ils regardent des matchs. C'est le point faible un peu des dernières années. Il y en a beaucoup qui jouent beaucoup à la play. Ah, mais du coup, en Et fait, du tu coup, dis, le mec, en fait, il s'entraîne, mais après, c'est dommage, il vit pas vraiment sa vie, tu vois. puis au final, ils récupèrent pas. Bah T'es ouais. concentré sur un écran, tu réfléchis en continu. T'as pas de moment où t'es sur off. Puis même après, il y a plein d'impacts négatifs aux écrans, etc. Mais Mais comment tu récupères, du coup, justement? Ça, c'est une bonne question. Comment tu récupères efficacement? Parce qu'on parle beaucoup de comment performer, mais il y, comment a, récupérer efficacement? il y a plein de choses. Déjà, ça dépend de ton type de fatigue. Est-ce que c'est une fatigue nerveuse? Est-ce que c'est une fatigue mentale? Est-ce que c'est une fatigue physique? Et dans le physique, est-ce qu'elle est musculaire? Enfin, tu Imagine vois, nerveusement. Moi, je prends mon cas, je pense que actuellement, ou en tout cas là, ça va mieux, mais quand j'ai fait mon marathon, j'étais fatigué, mais c'était nerveux, tu vois. Et c'est un truc con, mais tu te dis, mais non, mais t'as couru avec tes jambes, pas avec ton cerveau, tu vois. Et moi, j'étais cramé nerveusement. et Et que. parce que tu avais plein de questions. Tu avais ton objectif du moment, tu avais Ouais, il y avait plein de trucs. une fatigue globale aussi, je pense globale, parce que Oui, c'est tu t'es possible. entraîné beaucoup, parce que tu avais ton job à côté. Euh, Tout est un peu interconnecté. C'est vrai. Euh, Derrière, c'est comment prendre du temps pour soi, s'aérer, passer du temps dehors. Au soleil, il fait beau, c'est pareil en ce moment. Passer du temps dehors, plutôt que rentrer chez soi, se mettre derrière un écran et rester là, avec la lumière de l'écran, et tu vas t'entraîner, et tu reviens, et tu vas t'entraîner. Passer du temps aussi à déconnecter, donc des écrans, mais aussi passer du temps en famille, passer du temps à faire autre chose. Euh, Globalement, c'est trouver ton équilibre. Si tu veux une réponse, parce que j'ai pas une réponse pour te Bien dire la sûr, bah bien réponse. sûr. Maintenant, c'est trouver ton équilibre. Qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce qui fait justement que des fois tu relâches. Tu relâches et derrière, par contre, quand tu y retournes, tu es prêt à y retourner pour de vrai. Tu es prêt à aller te mettre une grosse séance, tu es prêt à aller faire un moment qui est pas évident, tu es prêt à aller gagner un match, tu es prêt à aller faire ton marathon. Euh, et après, c'est jouer avec tous les curseurs sur lesquels tu peux influer. Donc ton entraînement, ta nutrition, ton hydratation, euh, ton sommeil, ta vie sociale, t'as t'as plein des curseurs. Et on peut en ajouter. C'est intéressant parce que je trouve que justement, en ce moment, la vie sociale, c'est un peu parfois mis de côté. Surtout, tu sais, chez les personnes qui sont hyper ambitieuses. Tu vois, tu vas entendre, ouais, travail, travail, travail. Et je pense que t'as raison. Et ça, en fait, pour moi, la récupération, en fait, c'est que les trucs basiques de la vie, tu vois. Il y a rien de fou. Si tu dors bien, tu manges bien, tu bois, tu vois tes potes, et tu vis, quoi. Ouais, En fait, y a rien de fou, quoi. mais en vrai, c'est ce qui te fait du bien. Bien sûr. Maintenant, la valeur travail, elle est importante. Je dis pas que elle est archi importante. Maintenant, par contre, c'est quelle est ta capacité quand t'es pas au travail. Il faut te faire aussi autre chose. Mais l'autre chose, c'est large. Ouais, mais t'as tout dit. Tu vois, on a quasiment fini le podcast, mais bon, il y a une question. Finalement, les gens, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup. Peut-être qu'on fera un podcast, tant pis. Euh, Il y a une question, parce qu'il y a un débat sans fin dessus. Tu connais très bien la question que je vais te poser. Euh, Toi, les jeunes, parce que moi, on m'a dit quand j'avais 13 14 ans, Quentin, tu fais de la muscu. Ah, tu vas arrêter de grandir. Toi, c'est quoi un peu ta vision avec ça? À quel âge déjà est-ce qu'un jeune pourrait commencer à faire du sport qui engagerait, tu vois, le muscle, donc peut-être faire du poids du corps, faire de la musculation. Et, euh, et pour finir, est-ce que la musculation, toi, de ce que tu peux voir, vraiment, ça arrête la croissance? Alors, non. C'est une question que tout le Je monde se réponds pose, mais très justement, vite. je vais mettre ça au débat, tu Non, vois. et ceux qui sont intéressés, il y a dans le livre de Sébastien Rattel, donc la Bible de la préparation physique du jeune sportif, ou la préparation physique du jeune sportif, je ne me rappelle plus exactement le titre. Il en parle, il cite des études, et c'est très bien documenté. Non, ça c'est une bêtise. Maintenant, on en a parlé tout à l'heure, il y a des âges pour tout. C'est-à-dire que faire de la musculation, à l'image d'avoir une grosse barre, de soulever très très lourd, ça se construit. Du jour au lendemain, tu te dis pas, je vais faire 100 kilos au squat à 15 ans, peu importe mon poids. Oui, sur les réseaux, on peut voir des très jeunes haltérophiles qui ont déjà des très très grosses barres. Maintenant, de base, c'est apprendre le mouvement, c'est maîtriser le gainage, maîtriser ton corps. C'est d'abord, ouais, mais pour moi, je pense que, enfin, avec mes handballeurs, c'est maîtriser d'abord des mouvements en poids de corps, des postures, donc bien bouger et être capable de faire l'exercice avec ton poids.
Typiquement, si je décompose un squat, de base, un squat, c'est quoi? C'est la notion de s'asseoir. S'asseoir sur une chaise, mais fais-le bien. Il y a une bonne posture pour le faire. Puis derrière, en fait, tu vas juste rajouter des contraintes parce que le poids, il va te perturber un petit peu, il va rendre le truc plus difficile. Mais le poids, il peut être sur les épaules, il peut être dans des petits haltères, il peut être au-dessus de la tête, il peut être porté devant. Il y a un million de choses pour le faire. Et tout ça peut se construire au fur et à mesure. Maintenant, il y a des bases à avoir. Je les mettrai le mouvement. euh, la notion de gainage va être archi importante, centrale pour ça. Et derrière, c'est bien bouger de la bonne manière. Et au fur et à mesure, une fois que tu auras déjà un socle de base, tu vas maîtriser tu vas considérer que tu maîtrises, tu vas pouvoir monter en charge, avoir des différents objectifs. Maintenant, imagine que tu maîtrises tout ça à, je sais pas, 12-13 ans. Si tu n'as pas encore passé ton pic de croissance et que ton objectif c'est de prendre de la masse musculaire, ben, ça va être difficile. Parce que tu n'auras pas les hormones de croissance, tu n'auras pas encore toutes ces hormones qui vont faire que le stimulus de l'entraînement va entraîner un gain de masse musculaire. Donc est-ce que tu perds pas du temps? Est-ce que tu ferais pas autre chose pour, si tu es dans un accès, de te développer et d'accéder au niveau? Est-ce que, parce que moi je vois, j'ai commencé très jeune par faire les tractions et j'ai un point fort dos. Mmh. Est-ce que plus tôt tu commences à entraîner tes muscles, est-ce que en fait t'optimises leur potentiel pour la suite? Ah, je pense que oui. Je pense que oui. C'est comme plus tôt tu te mets à apprendre un domaine, plus tu as de chances de passer du temps à le pratiquer, à le maîtriser, à l'apprendre et en avoir les moindres secrets de ce domaine. Mais est-ce que le fait d'être jeune, ça justement ça peut, parce qu'après t'es en croissance, justement t'aider peut-être plus tard à avoir une facilité justement peut-être à prendre du muscle? Si tu commences vraiment tôt, la musculation. Je pense que oui, mais il faut qu'elle soit bien faite. Ok. Comme tu as dit, une traction, si tu vas au fur et à mesure la maîtriser, c'est un mouvement poids de corps, c'est quelque chose qui doit être naturel. De base, c'est quelque chose qui doit être naturel, donc tu vas aller chercher à répéter. Plus tu vas le répéter, plus tu vas être performant, plus tu vas être sensible à la connexion entre ton cerveau et le muscle en lui-même. Et donc, plus quand derrière tu vas changer l'exercice, mais que tu sais que tu veux recruter tel muscle, plus ça va être efficient chez toi. Donc, pour moi, tu as gagné. Et c'est ça que de base, c'est le contrôle moteur. C'est quelle est ta capacité à bouger, quelle est ta capacité à contracter un certain muscle, et donc à ce que ça devienne naturel. Parce qu'au final, tu réfléchis plus. Aujourd'hui, tu fais des tractions ou un autre exercice, tu veux recruter ton grand dorsal. C'est tu fait, les vas- connexions sont faites, oui, bien sûr. Tu vas avoir une connexion. Si tu n'es pas en train de réfléchir, là, il faut que je contracte ça. Non, ça se fait naturellement parce que tu l'as acquis, tu l'as maîtrisé, et ton contrôle moteur est suffisant là-dessus. Donc au final, plus tôt tu commences à faire des choses, du mouvement de base, euh, pour moi, c'est pas l'exercice en lui-même, c'est du mouvement de base. Je dirais même que d'abord, tu passes par. Si tu veux être adaptable à tout, passe par apprendre tous les types d'efforts. Cours, saute, lance, fais des roulades, fais des tractions, fais des pompes, fais des squats, assis-toi bien. Et ça va te construire à long terme. Parce que ça va se transférer. En fait, Bien sûr. tu vas changer juste une petite chose. Donc tu vas complexifier pour devenir euh, gagner un étage dans ta pyramide. Te construire au fur et à mesure pour aller le plus haut possible. Tu vois, je finirai sur une dernière question avant de rendre l'antenne. Si je reviens un peu du coup sur ce qu'on disait sur les personnes qui font de la musculation jeune. Comment en fait on peut expliquer, tu vois que, je sais pas, tu prends mon lot classique, hein, que les gymnastes qui sont hyper musclés, ils sont tous petits. Si la musculation ça ralentit pas la croissance. Eh ben, je pense que c'est juste une sélection naturelle. Pourquoi? Parce que c'est pas la pratique de la gym qui les a fait devenir petits, ou de la musculation, ou de ces énormes heures d'entraînement, mais c'est juste qu'à un moment donné, je pense que c'est un facteur de performance de ne pas être trop grand. Oui, c'est ça, Tout comme voilà. au basket, l'inverse opposé. Au basket, et je pense qu'il y a de la Parce que le musculation basket qui est ça fait pas intégrée, grandir forcément, enfin. et ça te fait pas grandir. Mais parce qu'il y a des joueurs qui sont très haut niveau, qui ont fait du basket toute leur vie, ils sont grands. Anthony Parker, il est quand même plus grand que moi, mais il était petit par rapport aux autres. Maintenant, ce qui a fait la sélection naturelle, c'est aussi que c'était un facteur de performance, d'être grand ou d'être petit. Donc tu as un avantage, ou tu as un profil qui correspond à la performance dans ces disciplines, qui fait que la sélection va se faire naturellement. Parce que dans les compétitions, au fur et à mesure, ben, c'est celui qui est le Ah, plus c'est les performant meilleurs, bien qui va sûr, gagner. qui restent, quoi. Qui va gagner ou qui va rester, qui va progresser. Euh, donc pour moi, c'est pas du tout lié à l'entraînement de base, mais plutôt à une sélection. Et naturellement, si tu es fort tu fais deux sports, tu es fort dans l'un, tu pas fort dans l'autre, euh, tu, tu as tendance à garder celui où tu es fort Ah, bien sûr. et à enlever l'autre. C'est le cas, il y a encore des grands tennisman aujourd'hui qui sont dans le circuit ATP. Ils disent qu'ils préfèrent faire un autre sport, mais au final, ils sont encore tennisman professionnels. À la fin, on parlait de Kyrgios, t'en as plein, Ouais, des cas exactement. comme ça. C'est J'avais la des réponse, exemples mais c'était intéressant que tu le dises, parce que comme ça, au moins, on peut clore un peu le débat, mais
En tout cas, pour tous ceux qui disent que la musculation, ça ralentit la croissance, ça te tasse, peu importe. La musculation, j'ai lu un truc, c'était le premier levier contre le vieillissement. Ouais. Donc, tu vois, au lieu de critiquer la musculation, Parce que de base, c'est l'entretien du niveau de force. Ouais. Chez les personnes âgées, T'as raison. il y a un lien entre une étude entre le lien entre le grip, donc la force de la poigne, donc de serrer sa main. Plus ce score-là baisse, plus tu es proche de la fin de ta vie. Tout simplement parce que tu génères de moins en moins de force. Donc forcément, l'entretenir. Est-ce que c'est la musculation? Est-ce que c'est juste du renforcement? Est-ce que c'est l'activité? Tout est bon à prendre. Et il faut le faire en fonction de sa capacité à ce moment-là. Forcément, plus tu vieillis, moins tu vas être capable de venir faire un squat. Maintenant, si tu en as fait toute ta vie et que tu l'as toujours gardé, tu vas garder des appétences. Tu vas peut-être diminuer un peu le nombre de disques que tu vas mettre, tu vas diminuer le poids, mais tu vas garder une certaine capacité, tu vas l'entretenir. Et donc oui, il y a des études qui sont sur si tu perds tes niveaux de force, tu as tendance à te rapprocher de la fin de ta vie. Donc l'entretien permet de peut-être l'allonger. Mais écoute, magnifique. Je pense qu'on peut finir sur ces belles paroles. Tu vois, finalement, on a parlé quoi? On a parlé 1h10, 1h20 là. On est parti dans tous les sens. Seigneur. Grave. Mais on se fera un podcast. Faudra vraiment qu'on le fasse celui-ci sur les. Comment tu dis, la préparation physique chez les enfants, enfin chez les jeunes. Parce qu'en vrai, c'est un vrai sujet. Mais au final, tu vois, on a parlé de plein de sujets. Je t'ai posé parfois des questions un peu traîtres, on va dire. Mais trop bien, parce que de toute façon, je savais que tu aurais les réponses. Et bah écoute, merci d'être venu dans ce studio magnifique. C'est parfait, merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Et je te dis, je pense que ça peut être le premier d'une longue série parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Et j'aime bien faire ça, tu vois, je l'avais fait avec la préparation mentale. Ouais. Là, je vais avec Pierre Chemel que je salue. Là, on va se faire une série d'épisodes aussi. Tu vois, on va se prendre une matinée, on va en tourner, plein d'épisodes dans son cabinet. Mais écoute, en tout cas, au plaisir de te revoir et peut-être de refaire un épisode. Rapidement, où est-ce qu'on peut te suivre? T'as la caméra juste ici qui... Sur Instagram, cpic-prépa. Sur LinkedIn, à Corentin Pic. Globalement, s'il y a des questions, si ça a généré des questions chez certains d'entre vous, n'hésitez pas, que ce soit des entraîneurs, des sportifs. Je reste disponible et Avec grand plaisir. d'échanger justement pour aussi d'autres avis, parce que c'est comme ça qu'on se construit. Ah, bien sûr. Et tout ça évolue d'interaction en interaction, donc au plaisir. Et après, bah, pour venir voir l'US Ivry Handball, forcément, c'est un peu... c'est un peu compliqué, parce qu'on l'a pas dit, mais du coup, il y a leur stade, c'est ça qui a cramé. Mais voilà, ils jouent souvent du coup sur Créteil, enfin, dans les villes autour. Donc pareil, allez soutenir Ivry, parce que c'est une équipe, voilà, franchement, ce que vous faites, c'est quand même énorme, parce que vous avez l'un des budgets les plus bas, mais au final, vous avez quand même à faire de belles choses. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde d'être en première division française et de faire ce que vous faites. Donc allez soutenir Ivry, c'est important. Merci Corentin d'être venu dans le podcast, je t'en sers la main. Eh ben merci. Merci pour beaucoup. cette expérience. Avec grand plaisir. Et nous, on se voit lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.